Est-ce que les marchés financiers sous-estiment complètement le conflit au Moyen-Orient? C'est ce que semble exprimer cet analyste financier de Wall Street. Et dans cette vidéo, on va faire un petit point de ce qui s'est passé ces dernières heures au niveau de la géopolitique, au niveau des marchés financiers. Et je vais donner tous les outils, je vais te donner tous les outils pour survivre dans cette période de crise et quand même faire fructifier ton capital si tu continues à être investi sur les marchés financier. Alors ici, je t'ai mis à l'écran un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ces dernières heures, sachant que je filme cette vidéo le vendredi 27 mars. Donc tout d'abord, tu as le président Donald Trump qui a repoussé de 10 jours à nouveau sa menace de détruire les centrales électriques iraniennes, ce qui, pour le coup, s'il mettait vraiment ça à exécution, ferait revenir l'Iran à l'âge de pierre. Donc l'Iran a indiqué qu'il attendait toujours une réponse après avoir rejeté un plan américain en 15 points visant à mettre fin à la guerre. Donc tu as Israël qui continue à frapper des sites de production de missiles balistiques et systèmes de défense aérien de l'Iran. Tu as le Brent, donc le pétrole, qui continue à monter comme on va le voir juste après sur les écrans. Et du coup, c'est surtout les marchés asiatiques qui vraiment se prennent de plein fouet cette crise énergétique avec le manque de pétrole du coup. On va faire un petit tour tout d'abord sur le S&P 500, donc cet indice boursier le plus important aux États-Unis. Et tu vois que lors de précédentes vidéos, je t'avais parlé de deux métriques qui étaient fondamentaux, qui étaient extrêmement importants pour moi. Et c'était tout d'abord ici, je te montre la moyenne mobile des 200 jours, qui est cette grosse moyenne mobile épaisse, qui vraiment te donne la tendance du marché. Ok, une moyenne mobile, c'est un indicateur, c'est un outil de suivi de tendance. Ok, la moyenne mobile des 200 jours, ça donne vraiment une tendance long terme sur ce qu'est en train de faire l'indice boursier. Et là, tout simplement, tu vois que les prix sont passés en dessous de cette moyenne mobile. Donc, premier élément qui est très dangereux à prendre en compte et qui te donne vraiment le malaise qui se passe en ce moment sur les marchés financiers américains. Et second point, et ça c'est plus voilà, quelque chose que moi je constate, ici tu vois que tu avais une résistance à ce niveau-là qui avait été cassée par l'indice et qui est ensuite devenu un support. Donc c'est cette droite ici que j'ai tracée, ok. Et là c'est devenu un support, ça vient se reposer dessus une fois, deux fois. Et ici, ça vient la casser allègrement. Ok. Hier, on a eu une journée terrible pour les indices boursiers, pour le S&P 500 notamment, puisqu'on était le jeudi 26 mars et tu as eu un moins 1,74% pour le S&P 500. Et aujourd'hui, on est à moins 0,89%. Et même chose, si on va voir le Nasdaq 100, ok, tu vas voir que c'est à peu près le même principe. Voilà, les prix sont passés en dessous de la moyenne mobile, cette grosse moyenne mobile épaisse qui te donne une vraie tendance. Et c'était à peu près le même pattern, le même scénario. Tu avais ici une ligne qui a été une résistance, qui avait été cassée à ce niveau-là, et on était venu se reposer dessus deux fois au minimum pour l'indice boursier avant là de casser allègrement. Et hier, donc le jeudi 26 mars, le Nasdaq 100 a perdu 2,38% de sa valeur. Je ne sais pas si tu te rends compte pour un panier, du coup, un indice avec un panier d'actions des 100 plus grosses actions technologiques, des 100 plus gros actifs technologiques, c'est vraiment une baisse qui est énorme. Si on va voir un petit peu les autres actifs, donc on a le Bitcoin, même chose, qui s'est cassé la gueule. Ici, je considère, j'en avais aussi parlé dans de précédentes vidéos, tu vois ça c'est une grosse bougie de contrôle, il y avait eu ce jour-là une baisse énorme de moins 13% du Bitcoin et je considère qu'on pourra éventuellement envisager de réinvestir sur le Bitcoin s'il sort par le haut, ok. S'il casse ici, cette droite que j'ai tracée, s'il la casse par le haut. S'il la casse ici par le bas, bien entendu, ça veut dire qu'on est clairement très baissier sur le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, tu vois les moyennes mobiles, s'oriente de façon horizontale, de façon latérale. Donc il ne se passe rien sur le Bitcoin. Le marché n'a pas vraiment encore décidé de ce qu'il allait faire. Si on va voir le gold, tu vas voir ici, c'est exactement la même chose. Et le gold, on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais t'expliquer à mon sens pourquoi, alors que c'est censé être une valeur refuge, il fait ce genre de mouvement, puisque tu vois, tu as une énorme baisse. Là, on a une droite, même chose que j'ai tracée, qui était une résistance qui a été cassée à ce niveau-là, qui est ensuite devenu un support, tu vois. C'est venu se reposer ici, à ce niveau-là. Ici, tu vois que ça joue parfaitement son rôle de support. Voilà, si ça casse allègrement cette droite, ce prix des 4400 $, allez, on va dire 4400 l'once, après, effectivement, ça peut devenir dangereux.
Là, tu vois qu'on a une énorme mèche qui s'est reposée sur la moyenne mobile des 200 jours, qui est une moyenne mobile importante. Donc là, tu vois que les indicateurs techniques jouent à plein leur rôle. Et on va aller voir l'actif sur lequel tous les yeux sont braqués en ce conflit au Moyen-Orient. C'est vraiment le pétrole, le Brent, ok, avec un prix du baril là qui arrive à peu près sur les 103 dollars. Donc, ça, c'est un actif sur lequel je me suis investi, ok, le pétrole. Je ne suis pas rentré à ce niveau-là, d'accord, parce qu'au départ, du coup, Trump nous racontait que c'était une guerre éclair qui allait durer 3, 4, 5 semaines. Du coup, bon, voilà, il fallait être attentiste à ce niveau-là. Ça peut monter très vite et comme tu vois, cette énorme bougie rouge, c'est aussi redescendu très vite. Par contre, je me suis positionné à ce niveau-là, d'accord. Ça a fait une petite baisse et ensuite c'est reparti à la hausse, sachant que de toute façon, aujourd'hui, ça fait déjà 4 semaines, je pense que la guerre a commencé. Aujourd'hui, les dégâts au niveau de l'inflation, ils vont être présents. Il y aura forcément de la casse au niveau de l'inflation, au niveau du ralentissement de la croissance économique. Et de toute façon, ça, on le constate sur les écrans, sur les graphiques, mais comme tu peux le voir, les investisseurs restent incertains quant à une éventuelle accalmie ou escalade des hostilités. Et par contre, aujourd'hui, je serais un petit peu moins d'accord forcément avec ce qui a été dit parce que là, pour le coup, je considère que le marché a vraiment choisi sa tendance. Ok, là, le marché, il est complètement baissier, il s'oriente vers le bas. Et ici, tu pouvais considérer que effectivement, on était vraiment dans une zone d'incertitude à ce niveau-là. Mais là, les indices boursiers ont complètement lâché et ça se dirige vers le bas. C'est un marché, on rentre vraiment dans un marché qui est complètement baissier. Et tu le vois aussi sur l'écran, le nerf de la guerre, forcément, c'est le pétrole. Et du coup, les navires qui vont pouvoir transiter vers ce détroit d'Ormuz, qui, je te le rappelle, est responsable de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et ici, clairement, tu vois, il n'y a plus de navires quasiment qui passent par ce détroit d'Ormuz par rapport à des temps qui sont beaucoup plus calmes, des temps normaux. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces derniers jours? Tout d'abord, premier enseignement, c'est qu'on est sur un marché qui est complètement dicté par ses émotions, par les petites phrases, par les déclarations, par les tweets de Donald Trump. Et en fait, comme tu peux le voir, le jour où Donald Trump a menacé de détruire les centrales électriques iraniennes, tu as le marché qui a complètement dévissé. Ensuite, tu as Donald Trump qui a fait part de sa trêve de 4 ou 5 jours, il me semble. Et là, du coup, toutes les actions, les indices boursiers sont remontés. Donc de simples messages, que ce soit de Donald Trump ou de l'État iranien, peut faire bouger dans des proportions complètement grandiloquentes les indices boursiers. Donc ça, c'est vraiment le premier indice d'un marché qui ne sait pas vers quelle direction se positionner, c'est que vraiment, il est à la merci complètement des news qui vont sortir à la minute. Et c'est pas juste un cliché habituel sur les marchés financiers pour ce coup-ci, puisque à chaque fois que tu as des déclarations contradictoires, tu vois le marché en mode yo-yo avec des mouvements erratiques, brutaux. Et toi, quand tu es investisseur, c'est extrêmement compliqué de savoir évoluer dans ce type de marché parce que, comme je te le répète souvent, il faut toujours, lorsque tu rentres sur un actif, mettre un stop loss, ok, un prix à partir duquel tu vas te faire exécuter, tu vas sortir automatiquement de ta position si le titre passe en dessous d'un certain prix. Mais là, pour mettre des stop loss, eh ben vraiment bon courage. Et je te montre un petit peu une action sur laquelle j'étais ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est CIEN, Sienna Corporation. Et du coup, je suis rentré à ce niveau-là. J'ai eu la chance de rentrer à ce niveau-là. J'ai pris à peu près une trentaine de pourcents sur ce titre, 30-35%, et je me suis fait sortir hier sur cette énorme bougie rouge, donc le jeudi 26 mars, puisque le titre a perdu moins 11%. Ok, donc le but, c'est aussi de sécuriser ses profits. Dans des moments comme ça, il faut vraiment pas chercher à jouer au héros. Si tu as fait des profits, tu les sécurises, tu remontes tes stop loss. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des stop loss assez serrés parce que là, on est vraiment en période d'incertitude. Et tu vois, quelquefois, on a des énormes bougies rouges comme celle-là, des variations de moins 10, moins 15%. Second point important à mon sens, et pourquoi le marché a mis du temps à se décider avant d'entrer dans une vraie tendance baissière, c'est parce que tout simplement, le narratif qu'on avait avant le début de la guerre était complètement différent. Ok, on s'est tous réveillés un samedi matin en regardant sur nos smartphones ou aux infos justement que les États-Unis étaient entrés en guerre contre l'Iran et qu'il y avait énormément de dirigeants iraniens qui avaient été exécutés. Mais seulement, les investisseurs, eux, sur les marchés, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Surtout qu'a priori, les négociations entre les États-Unis et l'Iran avant l'entrée en guerre étaient plutôt en bonne voie. Et à ce moment-là, le narratif que le marché avait intégré, c'était vraiment est-ce que l'intelligence artificielle va tenir toutes ses promesses, puisque tu as quand même plus de 600 milliards qui vont être injectés aux États-Unis dans l'intelligence artificielle. Il y avait du coup des anticipations de baisse des taux de la part de la Fed et Jérôme Powell.
et un ralentissement de l'inflation. Et du coup, ce narratif a été complètement percuté par l'entrée en guerre des États-Unis. Les opérateurs, au début, se sont mis dans une situation attentiste, même on peut dire un petit peu à ce niveau-là de déni, ok, puisque ils voulaient aussi croire les déclarations de Donald Trump qui disait que ce serait une guerre éclair qui durerait entre 4 à 6 semaines. Aujourd'hui, tu vois bien que c'est compliqué au niveau des négociations. Donald Trump, tu sens qu'il commence à perdre patience. Et là, à nouveau, il a donné 10 jours avant de remettre sa menace à exécution de détruire les centrales électriques iranienne. De même, comme il y a eu un gros changement de narration et qu'on est passé sur une thématique IA, du coup, à une thématique finalement guerre, on a beaucoup de gros acteurs, de gros gérants de fonds qui ont hésité à prendre de gros paris directionnels justement en attendant de voir à quelle sauce ils allaient être mangés. Et quand on parle de gros paris directionnels pour ces gros acteurs, ces gros gérants de fonds, typiquement ici, l'exemple parfait, c'est l'or. L'or, normalement, c'est une valeur refuge. Ok, quand tu as une guerre, quand tu as une crise économique, l'or ne fait que monter. Et ici, tu peux voir, à partir ici du vendredi 27 février, qu'est-ce qu'a fait l'or? Il s'est complètement effondré. Alors comment l'expliquer? Pour moi, il y a plusieurs raisons à ça, mais en tout cas, une des plus cohérentes, tout simplement, c'est la liquidation forcée des gagnants. Ok, puisque ceux qui se sont positionnés au début du fort mouvement haussier, donc on va dire, allez, à ce niveau-là, à peu près, ils ont pris quand même environ 60%, d'accord, s'ils s'étaient positionnés en août 2025, on va dire, avant vraiment ce rallye haussier de l'or. Lorsqu'ils ont vu que l'or ne jouait pas son rôle de valeur refuge, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs gains, ils sont sortis pour aller, ils espèrent, le réallouer sur des actifs plus productifs lors de ce conflit. Et du coup, tu peux le voir ici, on a des liquidations forcées, probablement des gagnants, des investisseurs qui ont gagné beaucoup d'argent sur l'or, pour aller les réinvestir sur d'autres actifs. Parfois, dans un marché comme celui-ci, les investisseurs vendent ce qui a auparavant le mieux marché pour conserver leur cash, neutraliser leurs risques et préparer leur défense. Et comme si ce contexte n'était pas assez compliqué avec ce conflit au Moyen-Orient, ici, tu as une bombe à retardement qui vient d'arriver aux États-Unis avec le crédit privé. Et pour t'expliquer de façon simple ce qui se passe avec le crédit privé aux États-Unis et pourquoi c'est un vrai problème, il faut que tu saches que après 2008, les banques, qui étaient les principaux acteurs de financement de prêts au niveau des entreprises, ont eu les boulons qui ont été resserrés, des réglementations qui ont été beaucoup plus strictes. Pourquoi? Parce que la crise de 2008, la crise des subprimes, a failli mettre à terre le système financier mondial. Et de fait, tous ces garde-fous qui ont été mis en place au niveau des prêts des banques ont tout simplement jeté les entreprises directement dans les bras d'autres acteurs pour le prêt, pour le financement des entreprises. Ça va être des compagnies d'assurance, des fonds de pension, bref, des gérants de fonds. Et eux, ils ont des pratiques de prêt qui sont beaucoup plus souples. Ici, tu vois, les réglementations mises en place après la crise financière ont également contraint les banques à renforcer leurs fonds propres, à se prémunir contre les pertes financières. De ce fait, les prêts risqués sont devenus plus coûteux pour les banques, laissant ainsi un vide que les fonds d'investissement ont pu combler. Et le souci, c'est qu'avec la crise, tu as eu une vague de demandes de rachat dans le secteur du crédit privé qui a bloqué plus de 4,6 milliards de dollars de capitaux d'investisseurs en raison de limites de retrait, et on s'attend à ce que d'autres gestionnaires d'actifs fassent exactement la même chose, c'est-à-dire plafonne les retraits des investisseurs. Et de fait, en période de tension perçue, les flux entrants se réduisent considérablement. Donc tu vas avoir beaucoup moins d'investisseurs qui vont mettre leurs capitaux dans ce type de véhicule financier, ok, et un nombre nettement supérieur de clients qui demandent des liquidités. Donc, il va y avoir beaucoup moins d'entrées dans ces gestionnaires de fonds, dans ces gestionnaires d'actifs, et beaucoup plus de demandes de sortie, ce qui va amener un vrai problème de liquidité. Le but, c'est pas de dire qu'on va revivre exactement la même chose qu'en 2008, mais ce qui est sûr, c'est que le marché pourra tenir si les investisseurs qui souhaitent retirer leur argent peuvent le récupérer. Par contre, si ces gérants de fonds, si ces fonds d'investissement limite décident de continuer, et s'il y en a de plus en plus qui disent ça, décident de plafonner les retraits des investisseurs, alors qu'est-ce que vont faire ces investisseurs? Ils vont être obligés de retirer de l'argent au niveau des actifs liquides comme les crédits cotés ou tout simplement les actions en bourse. Et de fait, comme si on n'en avait pas assez avec le conflit au Moyen-Orient, si en plus ce problème se met à arriver et à être vraiment concret, on va avoir des investisseurs qui vont retirer leur argent des marchés financiers, beaucoup moins de liquidité, que ce soit pour les actions, pour les cryptos, et un marché qui va continuer à plonger. Et là, tu vois, si j'avais fait cette vidéo il y a quelques jours, je t'aurais probablement dit que le marché était dans un entre-deux tactique, ne savait pas encore vraiment comment s'orienter. Aujourd'hui, clairement, on voit la direction du marché, elle est à la baisse. C'est vraiment très très clair. Alors, qu'est-ce que tu fais dans tout ce joyeux bordel? Eh bien,
Tout simplement, il ne faut pas jouer au héros. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la taille de mes positions. Je suis en cash, je suis en trésorerie à peu près à 75%, 70-75%. Je suis investi sur le Brent, ok, puisque la tendance, ici encore, ce qui va te sauver, de toute façon, ce sont les graphiques. C'est vraiment l'analyse technique, c'est le fondamental. Tout ce qui est les déclarations de Donald Trump, les tweets de Donald Trump, le problème sur les crédits privés aux États-Unis, le problème avec l'or. Pourquoi finalement toutes les explications que je t'ai données, quelque part, on pourrait s'en foutre, puisque la seule vérité absolue, ce sont ce que te disent les graphiques. Et d'ailleurs, c'était Ed Seykota qui disait qu'il s'en foutait, lui, un trader émérite qui a transformé 5000 dollars en 15 millions de dollars en 12 ans. Et lui, il te disait que les données fondamentales, clairement, on s'en foutait, puisque tout était déjà intégré dans le prix. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que te disent les prix? Quels sont les actifs qui sont en tendance? Tout simplement, tu as le Brent, tu as le pétrole, voilà, une tendance haussière, un repli. Ici, c'était le bon moment, tu vois, à ce moment-là, de se positionner. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on va voir si ça continue à évoluer. Mais pour ce qui est des actions, le Nasdaq 100, c'est orienté à la baisse, c'est baissier, ça a cassé sa moyenne mobile, son support. Donc, il ne faut pas y toucher, ou en tout cas, tu peux te mettre sur des actions. Alors moi, je sais que je suis sur une action qui s'appelle VAL, Valaris. Je suis sur cette action, ok, parce que techniquement, je la trouve parfaite. Et tu vois, aujourd'hui, elle prend 1,59%. On verra bien si c'est un pari gagnant de ma part ou pas. Je suis sur cette action. Peut-être que je renforcerai si elle se comporte bien. Mais si tu choisis d'investir sur des actions sur le marché US, tu dois être vraiment très, très vigilant. Et si tu souhaites profiter de mes points de marché réguliers et avoir accès à mon portefeuille en bourse, alors je te suggère de remplir le Google Form en description. Tu auras accès directement pendant un mois gratuit à mon application au sein de laquelle tu trouveras mes positions, ok, comme tu peux le voir ici, VAL, BRNT, donc c'est le Brent, c'est le pétrole, et un ETF sur l'énergie. Ok, tu verras la taille de mes positions, exposées à 8%, 10%, 10%, en trésorerie, comme je te l'ai dit, à peu près 73%. Tu profiteras de quelques vidéos de formation qui t'expliqueront à peu près quelle est ma façon d'investir. Tu peux aussi bénéficier d'actualités de marché que je fais très régulièrement. C'est des vidéos au sein desquelles je t'explique, je te donne mon sentiment sur le marché. Et tu as même une petite partie graphique ici qui te permet de voir exactement à quel moment je suis rentré ou sorti sur certaines actions. Ok, c'est encore mieux que TradingView. Donc si jamais tu veux accéder à ce type de prestations, avoir accès à cette application, n'hésite pas à remplir le Google Form qui se trouve en description et en commentaire épinglé et je t'enverrai les identifiants. D'ici là, je te dis à très vite, fais très attention avec tes investissements et je te dis à très bientôt.